très volontiers la vocation, l'intérêt de Claudine pour Edith Wharton euh, est lié à son métier d'enseignante à l'université de Picardie à Amiens, où elle assurait les cours de littérature anglo-américaine. Et j'étais moi-même à ce moment-là professeur d'histoire de l'art, et dans ma formation, j'avais été guidé par cette formule du grand historien André Chastel, qui disait à ses étudiants: sachez qu'en histoire de l'art, tout est à faire. Et j'ai fait mienne cette formule qui a donné de beaux fruits. Et comme nous travaillons ensemble très souvent, et nous comparions et nous évoquions nos recherches réciproques, petit à petit, Claudine a fait sienne également cette formule d'aller hors des sentiers battus, à la recherche d'éléments nouveaux, à consulter des archives, des correspondances, et à trouver d'autres pistes, d'autres sources qui allaient parfois à l'encontre des idées reçues. Et là, dans le milieu un peu fermé des chercheurs, elle est apparue parfois comme une intruse qui bousculait un petit peu l'ordre établi, et elle a dû à plusieurs reprises, je dirais entre guillemets, faire ses preuves de chercheuse et se faire un petit peu historienne de la littérature. Elle appliqua cette formule à ses recherches sur Joseph Conrad, à Marseille, à Toulon, à Hyères, et publia donc ses recherches sur les années de jeunesse de Conrad, puis sa thèse sur Conrad et l'Afrique. Tout cela achevé, elle se sentait l'esprit ouvert, disponible pour d'autres aventures, je dirais, littéraires. Oui, nous passions des vacances régulières à Hyères, et nous habitions, est le hasard, rue Edith Wharton, à mi-chemin entre l'avenue des Îles d'Or, où Conrad avait séjourné, et la Villa Sainte-Claire, située sur les hauteurs de la vieille ville, près des ruines du château médiéval. Et cette géographie-là nous devint très vite familière, et les circonstances se sont précipitées lorsque Françoise Gattegno présenta à Claudine un ouvrage relié cuir, un bel ouvrage, tapé à la machine, avec à l'intérieur une petite étiquette en forme d'ex-libris, Edith Wharton, Sainte-Claire-le-Château, hier. Voilà. Avec cette question de Françoise à Claudine: qu'en penses-tu? Il n'en fallait pas moins à Claudine pour démarrer une enquête au long cours, euh, la consultation des archives, des sources, la localisation, l'origine de l'ouvrage, des analyses stylistiques à propos de l'écrivaine, et tout cela aboutit à l'identification du premier ouvrage d'Edith Wharton, La croisière du Vanadis. Et lorsqu'elle présenta les résultats de ses recherches à la conférence Wharton at Yale en 1995, devant un bel aéropage de Whartoniens, bon, elle fut enfin adoubée. Alors ça a été le début un tremplin en quelque sorte
pour continuer ses recherches et stimuler son intérêt sur Edith Wharton. L'ensemble de ces travaux sur Wharton ont été réunis dans un ouvrage intéressant, nouveau, ouvrant de nouvelles pistes, de nouvelles sources d'informations, sous le titre Edith Wharton en France, que la Wharton Restoration de Lenox aux États-Unis a publié en anglais aux États-Unis. Et l'ouvrage a été très bien accueilli comme regard nouveau sur les années françaises d'Edith Wharton. Dans les personnalités qu'elle a pu rencontrer, on peut noter Paul Bourget et Léon Bellougou. Paul Bourget, elle l'avait rencontré d'abord à Newport, aux États-Unis, alors que le jeune Paul Bourget était engagé par le New York Herald Tribune pour des reportages, des articles sur les États-Unis. C'est un jeune écrivain plein de promesses, et il avait rencontré donc Edith Wharton à Newport. Voilà. L'ensemble de ces travaux, de ces recherches, de ces notations sera publié sous le titre Outre-mer, Impression d'Amérique. Et l'ouvrage a été un très gros succès de librairie, un best-seller, évidemment. Un peu plus tard, en 1896, si mes souvenirs sont exacts, Paul Bourget achète une grande villa sur les hauteurs de Hyères, de Costebelle, Le Plantier. Et Edith, qui séjourne également à Hyères, retrouve les Bourget comme voisins hyérois. Et ce qui est intéressant, c'est que cette intimité, à la fois hyéroise, est aussi parisienne, dans la mesure où les mêmes personnes habitent le boulevard Saint-Germain, donc se retrouvent pour des dîners, des rencontres, etc., des spectacles dans la capitale. Nous sommes parfaitement informés de ces relations d'amitié entre les Bourget et entre Minnie Bourget, Paul Bourget et Edith par le journal qu'a tenu Minnie Bourget de tous les événements quotidiens, de leurs rencontres, de leurs promenades, de tous les événements quotidiens ailleurs durant ces années. Et c'est une source tout à fait extraordinaire d'informations sur les visites innombrables que pouvait recevoir Edith à Sainte-Claire, Henry James, Bérançon, Paul Valéry à l'occasion. Et on se promenait, on organisait des pique-niques, on était reçu chez Madame de Béhague à la Polynésie, à la presqu'île de Gien, et où elle retrouvait Paul Valéry, où elle retrouvait Robert Norton, journaliste. J'ajouterai pour Paul Bourget le rôle de conseiller et de mentor discret dans les débuts littéraires d'Edith. Paul Bourget commençait à être vraiment connu, la gloire pointait, il était vraiment impliqué dans tous les milieux littéraires parisiens, et il a été vraisemblablement celui qui a introduit
édite dans ce milieu littéraire parisien de l'époque. À côté de Paul Bourget, la figure de Léon Bégulougou est tout à fait singulière. Il est du même âge qu'Édith, il est né en 1865 et Édith en 1862, c'est dire qu'ils sont vraiment contemporains. Et Bélugoux va jouer un rôle tout à fait intéressant dans les années françaises, dans toute la vie d'Edith Wharton en France. C'est un homme de lettres, fondateur du Stendhal Club, collaborateur avec Proust à la Revue Blanche. C'est dire qu'il est tout à fait introduit dans les milieux littéraires de l'époque. Sa situation change radicalement, eu égard à Édith, lorsqu'il devient précepteur des grandes familles bourgeoises et nobles du Faubourg Saint-Germain. Les Gramont, les Guiche, les Greffulhes, toute cette aristocratie parisienne qu'il côtoie, avec lesquels il travaille aussi. Claudine remonte aux sources et retrouve la fille de Léon Bélugoux, Lucienne, qui voue une dévotion sans borne à son père et qui a gardé précieusement toutes les archives familiales dans lesquelles Claudine va trouver des lettres de Proust, de Debussy, Gabriel Fauré, excusez du peu, enfin toute la vie intellectuelle de l'époque. Et évidemment, Edith Wharton va baigner dans tout ce contexte culturel de l'époque. Les choses se précisent encore davantage lorsque les liens entre Bélugoux et Edith Wharton deviennent un peu plus étroits. Nous sommes dans les années 1908 et à partir de là, une correspondance très suivie est échangée entre les deux personnes, entre Léon et Édith, et l'ensemble de cette correspondance a été réuni par Claudine dans un ouvrage intitulé Lettres à l'ami français. Et elle relate ces échanges sur la vie quotidienne, sur leurs rencontres, sur leurs impressions, sur leur vie intime parfois. Et lorsque Edith Wharton commence une liaison avec Morton Fullerton, Léon Bélugoux est là près d'elle pour la conseiller, pour être le confident un peu de cette aventure, lui-même étant grand ami de Morton Fullerton. Bon, Claudine mettait donc à jour tout un ensemble de matériaux neufs qui jetaient un éclairage tout à fait intéressant sur les années françaises, les 20 années françaises d'Edith Wharton en France, et elle tint à faire cette synthèse dans une étude, dans un ouvrage qui rassemblait un petit peu toutes ces données dans Edith Wharton en France. D'abord publié en France, il a été ensuite édité aux États-Unis sous l'égide de l'Edith Wharton Restauration à Lenox, et il a été un ouvrage qui a été très bien accueilli par la presse spécialisée américaine comme ouvrage neuf, stimulant,
enrichissant sur la personnalité d'Edith Wharton. Nous sommes en 2022 et peut se poser la question du devenir de la Villa Sainte-Claire. La demeure est actuellement le siège du Parc national de Port-Cros, association bien utile en ces temps de rigueur écologique. Mais ne pourrait-on pas imaginer plus illustre destin à cette belle demeure où logea Voutier, le découvreur de la Vénus de Milo, Madame Wharton, grande romancière américaine? Ne peut-on pas imaginer une sorte de maison Wharton ou de maison d'écrivains, où des écrivains en résidence viendraient ici à la suite de Lamartine, Tolstoï, Stevenson, Conrad, exercer leur talent littéraire. Utopie, me direz-vous, peut-être pas, d'une belle institution à côté de sa voisine, la Villa Noailles de Mallet Stevens, consacrée au design et à la mode, et sur les hauteurs d'Œillères, un foyer culturel tout à fait rayonnant.